tout le monde. Nous attendons toujours Alexis, mais nous allons faire son mieux. Donc, nous allons parler des bonnes pratiques en matière de procédure. Et n'hésitez pas surtout, l'image est exécrable. Ce qu'ils entendent, c'est le son. Ce qui compte, c'est le son. Je vous conseille, parce qu'on ne va pas. En fait, dans ce cas-là, c'est que vous enlevez éventuellement la caméra. Enfin, non, vous pouvez enlever l'image ou regarder à droite, à gauche. En fait, on va être obligé de faire avec. Je suis désolée vraiment parce que c'est insupportable pour nous, je peux vous le dire. Donc, on va essayer de démarrer. Et ce que je vous propose aussi, c'est de poser vos questions au fur et à mesure parce que c'est moi qui vais les relayer. Et l'idée, c'est d'être interactif et on peut y arriver par écrit et par chat véritablement. Comme nous attendons d'avoir Alexis concernant la procédure de première instance, je propose que nous parlions de l'appel. De façon à ce que Stéphane Fertier, Alexis arrive. Bonjour Alexis, est-ce que tu nous entends? On ne t'entend pas, il faut que tu enlèves ton micro. Alexis. Alors, Alexis est bien coiffé, mais en revanche, mon micro est activé, ça y est. Alors, nous sommes au complet avec 27 minutes de retard. Merci beaucoup, mais c'est parfait, on va y arriver. Et vous savez, c'est comme quand vous allez plaider un dossier, vous vous dites qu'il me faut 25 minutes, on vous dit qu'en moins de 10 minutes, il faut que ce soit plié. Nous allons donc partir sur l'idée que on va plaider un peu, on va aller à l'essentiel. En se réservant le droit de faire un dépôt de dossier. Donc, on va commencer par le conseil de prud'homme, par les bonnes pratiques. Et on va surtout veiller un peu sur des questions-réponses pour ne pas faire un cours de droit et de procédure civile. Donc, Alexis va démarrer. Et si vous avez un problème de son, parce qu'Alexis est en visioconférence avec nous, vous me le dites bien par chat. Donc, concernant la requête, j'aimerais bien entendre Alexis un instant sur les clauses conventionnelles de conciliation. Voilà, bonjour à tous. Moi, j'étais intéressé par une décision assez surprenante de la Cour de cassation qui a comment dirais-je, a tempéré un petit peu la rigueur qu'elle avait avec les clauses de médiation et de clauses de conciliation dans une hypothèse très particulière où, en l'occurrence, c'était un collaborateur libéral d'un cabinet dentaire, donc une profession indépendante, et qui saisissait le conseil des prud'hommes. Et le contrat de collaboration libérale comportait une clause dite de conciliation renvoyant aux dispositions du Code de la santé publique et soumettant le différend d'ordre professionnel ou la mésentente d'ordre professionnel au Conseil de l'ordre des chirurgiens dentistes. Et sur la base de cette référence au Code de la santé publique, à ce dispositif-là, la Cour de cassation a tout à fait admis une fin de non-recevoir, mettant fin finalement à une rigueur maximaliste à propos des clauses de médiation-conciliation qu'on connaissait, puisque la Cour de cassation avait rendu déjà un avis le 14 décembre 2022, indiquant que précisément la clause de conciliation ou de médiation préalable stipulée dans un contrat de travail n'empêchait pas de saisir le Conseil des prud'hommes puisqu'il y a une conciliation obligatoire. Donc partant de là, ce petit changement de doctrine très spécifique au fait que le contrat initial n'était pas un contrat de travail mais un contrat de collaborateur libéral comportait une clause de médiation. Alors il y aurait beaucoup à discuter puisqu'en fait il s'agissait d'une demande de requalification d'un contrat d'indépendant en salarié. Et donc, une petite évolution en faveur de la fin de non-recevoir dans cette hypothèse-là, lorsqu'il y a une clause de médiation préalable. Merci Alexis. Voilà. On voulait revenir avec vous sur la saisine du Conseil des prud'hommes et pour vous donner un peu le fil conducteur, de parler du VCO, de ce qu'on peut demander au niveau du VCO.
et aussi de tout ce qu'on peut soulever en matière de péremption, les prescriptions, on va parler du droit à la preuve. Donc pour ça, je vais commencer par interroger Alexis et aussi David interviendra donc sur les mesures qui peuvent être demandées devant le bureau de conciliation et d'orientation. Alexis. Alors, le BCO, il y aurait beaucoup à dire, bien évidemment, sur le sujet, d'autant qu'on s'aperçoit que il y a des pratiques variées. Certains conseillers prud'hommes résistent encore un petit peu à mettre en mouvement le BCO dans sa formation dite juridictionnelle pour ordonner certains documents, des mesures d'instruction, parce que, bien évidemment, ici, le paritarisme peut conduire à des blocages, et si d'aventure il y a un blocage, on renvoie en formation de départage, y compris pour l'audience de jugement. Donc, il y a parfois des freins à cette mise en forme du BCO au titre de l'article R 1454-14 du Code du travail. Et pourtant, il y a des sujets qui sont tout à fait d'actualité et intéressants. D'abord parce que il faut rappeler que les partenaires sociaux ont publiquement, à l'occasion des États généraux de la justice, voulu afficher leur attachement à la justice prud'homale et au fonctionnement des conseils de prud'homme, et en particulier au rôle des BCO, en adoptant un accord national interprofessionnel paritaire en décembre 2021. Un accord collectif sur la justice prud'homale. Et c'est très intéressant quand on lit cet accord collectif, cet ANI, cet accord national interprofessionnel intitulé Proposition paritaire pour une justice prud'homale renforcée, parce qu'il suggère aussi des bonnes pratiques, pas que des réformes, des bonnes pratiques au niveau prud'homal. Notamment, il faudrait recentrer la conciliation et l'orientation, et notamment la conciliation au niveau du BCO pour préparer l'audience. Les partenaires sociaux aimeraient rétablir la comparution volontaire, ça nécessite une réforme plus en profondeur. Il voudrait sensibiliser les justiciables pour qu'ils se présentent à l'audience. Bon, très bien. Et puis, il y a une ou deux mesures qui méritent d'être rappelées. Les partenaires sociaux rappellent qu'il serait bon que les conseillers prud'hommes exploitent, je cite, pleinement les sanctions civiles pour accélérer ou réduire la durée de traitement des affaires, caducité, radiation, ordonnance de clôture. Bon, voilà, donc il y a tout de même des choses qui se disent du côté des partenaires sociaux. Et au titre de l'actualité jurisprudentielle, les décisions de la Cour de cassation sur le BCO, sur le fonctionnement du BCO, sont très rares. Et il y a néanmoins une décision que je trouve tout à fait intéressante, rendue par la Cour de cassation, qui a été rendue pour statuer sur la question de l'étendue des pouvoirs du BCO lorsqu'il est saisi d'une demande en sa formation juridictionnelle et porte sur ce qu'on appelle la peine nullité, c'est-à-dire l'appel immédiat. Et en l'espèce, c'est un arrêt récent de février 2023 de mémoire, en l'espèce, le BCO avait satisfait à la demande d'une salariée qui voulait obtenir la production de documents dans le cadre d'un litige relatif au paiement d'une rémunération variable et qui posait un problème égalité femmes-hommes. Et le BCO ordonne la production de documents détenus par un tiers, un mandataire, mais qui n'était pas contractuel de l'entreprise et qui n'était pas salarié. Et le BCO avait demandé la production des résultats de ce tiers. Et donc, l'employeur fait un appel immédiat qui est rejeté par la Cour d'appel. La Cour de cassation nous dit, eh bien, non, mais dans cette hypothèse-là, compte tenu de l'intérêt du litige et de ce qui a été défendu dans le cadre de ce litige, il n'y a pas d'excès de pouvoir, c'est-à-dire
d'une décision qui dépasse, qui outrepasse la liste des sujets traités par l'article R 1454-14 du Code du travail. Et donc, il n'y a pas donc excès de pouvoir et donc pas d'appel nullité. Partant de là, eh bien, le BCO, la décision de communication des pièces prise par le BCO, elle ne pourra être contestée en réalité que devant la formation de jugement ou en même temps que le jugement sur le fond en appel. Donc, ça peut un peu perturber les praticiens que vous êtes, et je trouvais que cette décision était intéressante pour précisément souligner l'étendue des pouvoirs du BCO. Et là, on sort presque de la compétence prud'homale naturelle, puisqu'il s'agit d'ordonner la communication d'un document détenu par un tiers. Alors, puisqu'on est sur les documents qu'un BCO peut condamner un employeur, par exemple, à communiquer, on en a pas mal entendu parler ce matin sur le droit à la preuve, et je pense qu'on pourrait justement parler du droit à la preuve avec David et en relais avec Alexis sur l'article 145 ou sur ce qu'on peut demander justement devant le BCO. Oui, alors en complément, enfin, je pense qu'il faut vraiment, je trouve que dans nos pratiques, on ne se saisit pas forcément suffisamment des pouvoirs du BCO, à qui on peut quand même demander un certain nombre de documents, donc des mesures entre guillemets provisoires, le certificat de travail, des bulletins de paye, et tout document que l'employeur est tenu de délivrer. Et ça, attention, si on le combine avec le RGPD, ça peut potentiellement aller très loin, puisque l'employeur est tenu de communiquer toutes données à caractère personnel aux salariés qui en feraient la demande. Donc, par une application combinée, potentiellement, on peut obtenir énormément de documents, mais également, il y a pas mal de pouvoirs en termes de mesures d'instruction. Donc ça, je pense qu'il faut vraiment ne pas hésiter à se saisir des pouvoirs du BCO, sachant que, premièrement, certes, le BCO peut refuser de les ordonner, il y a une compétence, il n'y a pas de contrôle immédiat d'un refus du BCO. Par contre, si le BCO refuse de rendre une ordonnance, on peut faire un appel nullité contre la décision du BCO si on le souhaite. Et deuxièmement, on n'a plus le risque qu'on avait avant un partage de voix qui aboutit à un départage sur la simple question du BCO avant de revenir en bureau de jugement. Désormais, s'il devait y avoir un partage de voix en BCO, on renvoie pour le tout devant le juge des partiteurs. Donc, y compris dans des dossiers qui sont assez sensibles, type discrimination, harcèlement, etc., où en général, il est extrêmement difficile d'avoir un jugement paritaire, ça peut être opportun de faire une demande dès le BCO de communication de documents pour, dans le meilleur des cas, avoir les documents et peut-être, si jamais on refuse de les communiquer, aller directement devant le juge des partiteurs pour le tout. Donc ça, je pense que c'est quelque chose à avoir à l'esprit. Par ailleurs, du coup, j'arrive sur le sujet sur lequel on m'interrogeait. Il y a également, il ne faut pas hésiter à faire des référés probatoires. Ça, on peut aussi, dans la même finalité, après, c'est une question de stratégie. Est-ce qu'on préfère faire la demande en bureau de conciliation, c'est-à-dire, du coup, une absence de contestation possible du refus, sauf à demander un jugement avant dire droit devant le bureau de jugement, ou est-ce qu'on préfère, en amont, faire un référé probatoire, mais qui, par définition, est avant tout procès. Sur ce point, je rappelle, parce qu'il y a souvent des confrères qui le soulèvent, que la jurisprudence est très claire, c'est-à-dire que vous savez que l'article 145 permet d'ordonner la communication de tout document qui pourrait être utile pour établir des faits ou pour conserver des preuves qui risqueraient de disparaître. Il y a beaucoup de confrères qui soulèvent l'application combinée avec l'article 146 qui dit que les mesures d'instruction n'ont pas vocation à suppléer à la carence des parties. Et sur ce point-là, vous avez une jurisprudence qui est très claire qui vient vous dire que en matière de référé 145, on n'applique pas l'article 146. Donc, on ne peut pas opposer dans le cadre d'un référé 145 l'article 146 pour dire qu'on supplée à la carence des parties. Vous avez notamment un arrêt de la deuxième chambre civile du 10 juillet 2008 pour voie 07-15 369, mais vous verrez, il y a pas mal d'arrêts sur la question. De la même façon, la vie privée ne pourra pas empêcher la communication de documents dont vous souhaiterez ordonner communication.
dans le cadre d'un référé probatoire. Vous voyez notamment un arrêt relativement récent du 22 septembre 2021, un pourvoi numéro 19-26-147. Donc, on a quand même pas mal de choses qu'on peut faire dans ce cas-là. Pourquoi, voilà, je vais un petit peu vite, mais c'est un peu le timing qui fait ça. Pourquoi je voulais aussi qu'on revienne sur le droit à la preuve un peu plus en détail, c'est parce que, en fait, on voit qu'il y a quand même une inflexion assez importante. C'est-à-dire que jusqu'à présent, moi, enfin, en tout cas moi, dans mes études il n'y a pas très longtemps, on y disait attention, licéité de la preuve en matière civile, on ne peut pas communiquer de preuves déloyales, obtenues déloyalement ou de façon illicite. Les choses, on voit qu'il y a un début d'inflexion, puisque vous avez eu un arrêt du 25 novembre 2020, numéro 17-19-523, qui, en matière de données à caractère personnel, a commencé à venir appliquer la jurisprudence de la CEDH pour dire qu'il faut faire un balancement entre le droit à la preuve et le droit au respect de la vie privée. Et vous avez eu un nouvel arrêt assez récent encore, du 8 mars 2023, numéro 21-17-802, où de la même façon, on refait ce balancement, c'est-à-dire on peut, dans certaines circonstances, aller chercher des preuves illicites quand c'est absolument nécessaire pour établir l'existence d'un droit. Alors ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit, parce que pour l'instant, les quelques situations qui ont été concernées, c'était des violations de RGPD ou encore des caméras non déclarées, mais la conséquence logique devrait être, et je pense que ça arrivera demain, que des enregistrements clandestins en matière de harcèlement moral ou sexuel, par exemple, vont devenir recevables. Et je dirais que ça me semble une excellente chose parce que malheureusement, il y a beaucoup de situations comme ça où on manque d'éléments quand ça se passe de façon orale. Et moi, je vous avoue que souvent, quand on a des situations comme ça, j'ai tendance à conseiller par précaution de faire les enregistrements parce que, en plus, indépendamment de la question du juge civil, on pourra toujours éventuellement porter plainte, faire une retranscription dans un PV et obtenir finalement une légalisation par rapport au régime de la preuve pénale où là, pour le coup, la preuve est par tout moyen. Je voulais vous dire en quelques mots sur le droit de la preuve. Ce matin, je pense qu'un maximum de personnes ont entendu la revue de jurisprudence où ça a été évoqué, et notamment sur le problème de la preuve licite ou illicite et le fait que quand on voulait faire état d'une preuve, d'un moyen de preuve qui était par hypothèse illicite au départ, il fallait bien le mentionner dès le départ, avant de communiquer le document. Donc, voilà, ça c'est, je pense que vous avez dû entendre ça de la part du doyen Hugo qui nous l'a dit ce matin. Alexis? Alors, en réaction immédiate sur ce qui vient d'être dit, tout d'abord BCO, puis droit à la preuve. BCO, moi je comprends tout à fait l'intérêt stratégique qu'il y a à demander, bien évidemment, la communication de documents à ce stade-là. L'intérêt stratégique aussi pour anticiper un partage et éventuellement un départage derrière. Ça a été dit et c'est une voie stratégique. Avec une difficulté néanmoins, c'est que s'agissant de la production de documents, le BCO n'est pas habilité à sortir sa décision d'une astreinte. Donc, c'est là où le référé présente quand même un avantage, qu'il soit ou non in futurum d'ailleurs. Bon, c'est une première remarque sur le BCO. Sur le 145 du CPC et le droit à la preuve. Alors, en réalité, cette question du droit à la preuve qui consiste finalement à accepter un mode de preuve illicite, mais en justifiant le fait qu'il est indispensable et que l'atteinte aux droits fondamentaux est proportionnée, ce dispositif en fait, a été creusé par la jurisprudence depuis quand même un certain nombre d'années. Et il est vrai qu'avec les arrêts du 8 mars, on a comme ça une floraison d'hypothèses tout à fait intéressantes. Encore faut-il néanmoins, en effet, que le droit à la preuve qui est ici réciproque, parce que l'égalité des âmes suggère que il vaut pour le salarié, mais il vaut aussi pour l'employeur. Les deux
quand on lit les arrêts de la Cour de cassation, montre que l'employeur aussi peut invoquer le droit à la preuve, mais encore faut-il qu'il invoque. C'est-à-dire que s'il produit un document illicite au regard des règles RGPD, de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, tout ce que vous voulez, il va falloir qu'il argumente fort pour dire que c'est indispensable et que c'est proportionné. Et ça renvoie bien évidemment à l'habileté des praticiens que vous êtes pour ne jamais occulter cela, parce qu'en fait, le droit à la preuve, il ne tombe pas du ciel. Il faut aussi quand même l'invoquer, le défendre. Et puis, une dernière remarque, on avait un arrêt récent, mais ça permet de faire le lien peut-être avec le référé, un arrêt récent qui disait que dans certaines hypothèses, notamment lorsque le droit à la preuve, enfin, lorsque le 145 est invoqué dans des sujets relatifs à la discrimination, où il y a une bascule probatoire qui s'applique en principe, eh bien, c'est pas parce qu'il y a une bascule probatoire qui s'applique que ça empêche de faire un référé in futurum sur 145. Et c'est pas parce qu'il y a des règles de preuve particulières où l'employeur doit se justifier objectivement que ça empêche le demandeur salarié, en principe, de solliciter une mesure d'instruction in futurum. Donc voilà un certain nombre d'éléments qui sont à mettre en équation. Bien évidemment, sur le droit à la preuve, il y aurait beaucoup à dire, avec quelque chose qui a été suggéré par mon prédécesseur, c'est que c'est vrai que la question du procès pénal est aussi à mettre quelque part à l'esprit, parce que on a une décision intéressante de septembre 2022 de mémoire de la Cour de cassation qui nous rappelle l'autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le social. Si bien que quand vous avez un litige, par exemple, entre des salariés d'entreprises différentes qui, par exemple, se tapent dessus, mais qui se filment en vidéo spontanément, etc., et qui, à l'occasion d'un litige répressif devant le tribunal de police, fournissent ces preuves, les règles d'admissibilité de la preuve en matière pénale étant plus souples, le tribunal de police peut condamner, et si le juge répressif condamne et que le jugement est définitif, eh bien, l'employeur peut très bien, à l'appui du licenciement, eh bien, se servir d'un jugement qui a autorité définitive de la chose jugée, sans que on puisse rediscuter du régime de la preuve, du droit à la preuve, de la licéité de la preuve, de la loyauté de la preuve, devant le juge prud'homal. La sensibilité ici du droit à la preuve entre le juge répressif et le juge prud'homal n'est pas la même, et s'applique l'autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le social. Merci. Il y a une personne qui fait dans le chat qui dit que dans les cas familiales, les enregistrements sont retenus. Ça, c'est sur la proportionnalité aussi, c'est sur le droit à la preuve. C'est la preuve par tout moyen. Oui, En matière. L'enregistrement d'une conversation par mari entre la femme et ses amants, ça passe. Oui. Et donc, on pourrait peut-être s'inspirer ces jurisprudence-là en matière prud'homale ou en matière de code illicite. Oui, mais pour le coup, la différence de taille, c'est qu'en matière familiale, sauf erreur, la preuve est libre, à la différence de la matière prud'homale où en théorie la preuve est illicite. Sur le droit à la preuve, si vous avez des questions, vous les posez sur le chat. Est-ce qu'on passe à ce moment-là au référé, Alexis? Est-ce qu'il y avait autre chose à dire sur le référé? Alors, il y a toujours beaucoup de choses à dire. Alors, je vais juste me focaliser sur une décision que je trouve assez intéressante parce qu'elle concerne un sujet montant. C'est une décision de février 2023 et qui concerne un lanceur d'alerte où en l'occurrence, une personne avait lancé une alerte conformément au dispositif de la loi Sapin, d'ailleurs, en sollicitant sa hiérarchie, en sollicitant le comité d'éthique parce qu'elle avait constaté bien potentiellement dans l'entreprise et de bonne foi une possibilité de crime et délit et donc de détournement financier dans l'entreprise dans laquelle elle travaillait. Et ultérieurement, cette personne est licenciée. Très bien. Et que fait-elle? Elle saisit en référé, bien évidemment, pour obtenir sa réintégration en référé. Et le juge des référés considère ici que, eh bien, il n'est pas manifeste en réalité que le licenciement a été prononcé consécutivement à l'alerte donnée. Pourquoi? Parce que les faits révélaient que l'employeur avait réagi, c'était expliqué, qu'il y avait eu différents entretiens d'évaluation où la question avait été purgée, que la lettre de licenciement ne faisait aucunement référence à cette question relative à l'alerte.
Et donc, le juge des référés avait considéré que il ne ressortait pas manifestement des faits qu'il y a un lien entre l'alerte et le licenciement. Et là, la Cour de cassation casse cette analyse et elle considère ici que, attention, en matière de lanceur d'alerte, s'applique la bascule probatoire. C'est-à-dire qu'il suffit que le salarié lanceur d'alerte ait légitimement et de bonne foi lancé l'alerte pour qu'il revête la protection du lanceur d'alerte, à charge pour l'employeur ensuite de démontrer par des arguments objectifs que la décision qu'il a prise est totalement étrangère. Donc il doit supporter la charge de la preuve négative, comme en matière d'harcèlement ou de discrimination. Alors, c'est très intéressant, je trouve, là, parce qu'on a une décision qui permet la réintégration en référé du lanceur d'alerte. La seule concomitance va créer un climat suspect qui va permettre de bien considérer qu'il y a un trouble manifestement illicite à ne pas confondre avec une obligation non sérieusement contestable. Je pense que c'est là où il y a la subtilité procédurale. Mais cette affaire, elle est pleine de potentialités, bien évidemment, parce que si on applique la bascule probatoire pour les lanceurs d'alerte, alors qu'est-ce qui empêche la Cour de cassation d'admettre qu'on l'applique pour les discriminations, les harcèlements moraux ou sexuels? Donc voilà quelque chose que je trouve intéressant s'agissant du juge des référés. Merci. Pardon, on va un peu vite. Au passage, Alexis, j'ai besoin d'avoir la référence des arrêts sur la clause de conciliation. D'accord. J'aimerais bien les. D'accord. Je vous l'écris pas dans le chat. D'accord. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais qu'on parle des prescriptions courtes. Et parce qu'il y a des prescriptions courtes actuellement, et notamment évidemment pour contester une rupture du contrat. Et la manière pas de les contourner, parce qu'on ne les contourne pas, mais les demandes qui nous permettent, par exemple, si on se plaint de harcèlement moral ou de discrimination, on passe pour une prescription un peu plus importante, je crois. Et est-ce qu'Alexis, tu peux intervenir sur ce sujet? Oui, je peux amorcer la discussion, bien évidemment. Alors, depuis les arrêts de juin 2021, on a quand même comment dirais-je, un cadrage assez intéressant de la part de la Cour de cassation qui trouve des ficelles, si j'ose dire, pour faire en sorte que les prescriptions courtes du Code du travail de L 1471-1 soit moins courte qu'il n'y paraît. Alors en réalité, elle avait déjà amorcé l'idée selon laquelle précisément devait prévaloir en matière de détermination de la prescription applicable, eh bien, la nature de la créance. La nature de la créance, si bien que on comprenait bien que si la demande principale portait sur un rappel de salaire, c'est le rappel de salaire qui emportait l'application de la prescription triennale avec, on le sait tous, un délai flottant pour le point de départ de calcul de cette prescription. Et alors, bien évidemment, on avait ce type de décision appliquée notamment en matière de requalification d'un temps partiel en temps plein. Et bon, les quelques décisions récentes de la Cour de cassation sur le sujet reprennent un peu l'idée générale. Et on a 3 décisions, moi, sur lesquelles je les évoque rapidement. En reprenant la question de la requalification du temps partiel en temps complet, elle nous dit finalement, c'est sûr que l'action requalification d'un temps partiel, c'est une question qui relève de l'exécution du contrat de travail. Donc on devrait imaginer une prescription de 2 ans à compter du jour où celui qui connaît l'étendue de ses droits peut agir. Okay. Mais là, comme la demande de requalification porte ou emporte une demande de rappel de salaire, elle fait prévaloir la prescription, la prescription de 3 ans avec le délai flottant applicable en matière salariale.
Et ces 3 ans courent à compter du moment où le salarié avait connaissance de ses droits, et lorsque cette demande de requalification intervient après la rupture du contrat de travail, il a 1 an pour agir en justice, ce qui fait qu'on est sur du 3+1. 1 an pour agir après la rupture du contrat de travail, plus le rappel des salaires sur les 3 années qui précèdent la rupture du contrat. Donc, c'est tout de même une façon de se rapprocher de l'ancien délai de 5 ans qui a été évincé par les lois de 2013 et 2017. Et puis, le deuxième arrêt que je trouve très intéressant, celui-ci, c'est un arrêt du 14 décembre 2022. Un deuxième arrêt, c'est un arrêt du 1er février 2023 et qui porte sur la priorité de réembauchage en cas de licenciement pour motif économique. Et là, la question se posait de savoir, bon, le salarié voulait obtenir des dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la violation par l'employeur de cette priorité. Pouvait-il agir dans quel délai, du moins? Et la Cour de cassation dit que cette question, ce n'est pas une question qui se rattache à la rupture du contrat de travail, quand bien même le salarié aurait accepté une CSP, un contrat de sécurisation professionnelle. Non, ça se rattache à l'exécution du contrat de travail. Donc, le délai pour agir, c'est 2 ans. 2 ans pour agir en réparation du préjudice résultant de la violation de la priorité de réembauchage. Mais il y a un délai flottant. Donc la question qu'il faut se poser, 2 ans, mais à partir de quand? Et quand le contrat est rompu, comme c'était le cas en l'espèce, c'est 2 ans, mais après que la période de priorité de réembauchage est expirée, c'est-à-dire 1 an après la rupture du contrat de travail. Donc, c'est assez intéressant de voir que la Cour de cassation utilise cette période d'1 an, la durée de la période, pour déterminer que la fin de cette période détermine le moment où le salarié avait ou aurait dû avoir connaissance de ses droits, et à partir de là, il a 2 ans pour agir en responsabilité contre l'employeur. Donc, c'est assez ambigu quand même. On voit très bien que ça turbine dans la réflexion des hauts magistrats pour nous dire non, c'est pas de la rupture, c'est finalement une obligation légale qui s'impose de contrat de travail, donc on est dans l'exécution du contrat de travail. Bon, ok. Par rapport à cette prescription, Frédéric nous dit la question du délai flottant est intéressante. Certains plaident qu'elle ne peut pas conduire à demander un rappel de salaire 6 ans plus tôt. 6 ans plus tôt. Alors, en réalité, oui, 6 ans plus. Oui, alors. Frédéric, il faudrait nous redire bien précisément pour qu'on ne réponde pas à côté. Alors, bien précisément, 6 ans plus tôt. Alors, le salaire, c'est 3 ans. Ouais. 3 ans après la rupture, demander 3 ans avant la rupture. Ah oui. Ah oui, non, c'est 5 fois. C'est 2 ans après la rupture pour 3 ans avant la rupture. Non, pour les salaires, c'est 3 ans. Après? Mais ça, voilà. Est-ce que c'est. Alors. C'est une bonne question. Regardez la question et on répondra après. Allez, on continue. Bon, je termine sur mon 3e arrêt, le 15 mars 2023, un arrêt récent. Alors là, on a un arrêt qui, parmi d'autres, pose les règles de droit transitoire au regard de la nouvelle prescription issue de 2013. Je ne rentre pas dans les détails puisque la nouvelle prescription ne doit pas aboutir à une prescription plus longue que ce qu'elle résulterait de la prescription passée. Je n'y reviens pas. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on a dans cette décision du 15 mars 2023 un rappel très pédagogique en matière de contentieux, de requalification du CDD en CDI. Donc, quand on lit le considérant de l'arrêt, eh bien, il nous dit, ben voilà, quand le contentieux du CDD est relatif à l'absence d'écrit, eh bien, le délai court à compter de l'expiration du délai de 2 jours, délai pendant lequel l'employeur doit remettre un contrat écrit. Donc, 2 jours après, le salarié, le délai pour agir, le délai de 2 ans pour agir en exécution du contrat, commence à courir. Lorsque l'absence de mention obligatoire dans le CDD, là, le délai court à compter de la conclusion du contrat. Bon. Et si le litige est relatif au motif du recours, c'est à compter du terme du contrat. Et en cas de succession irrégulière de CDD, c'est au terme du dernier contrat.
Donc on a un arrêt que je trouve extrêmement pédagogique qui résume bien l'ensemble du litige, du contentieux en matière de requalification du CDD, du point de départ du délai pour de 2 ans. Voilà ces 3 arrêts que je voulais mettre en équation pour échanger avec vous. Merci. David. Oui, alors je pense que cette histoire de 6 ans, c'était par rapport à L 3245-1, qui vous dit que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent d'exercer. La demande peut porter sur des sommes dues au titre des 3 années à compter de ce jour ou lorsque le contrat est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture. Donc, effectivement, dans l'absolu, vous pouvez saisir dans les 3 ans suivant la fin du contrat, enfin le dernier salaire impayé, et remonter sur les 3 ans avant la rupture. Donc, effectivement, c'est là où on peut débattre de la question des 6 ans, ce qui me semble être l'application correcte du texte, même si, à mon avis, c'est très déconseillé d'attendre 6 ans pour aller chercher du salaire. Par ailleurs, il y a un autre arrêt qui me semble intéressant sur la prescription. C'est un arrêt du 16 mars 2022 pour voie numéro 20-23-724. Ce qui était intéressant, c'est que là, en l'occurrence, il s'agissait d'un licenciement qui n'avait pas été formellement notifié. Un licenciement de mémoire, un licenciement verbal. Et là, on considère que la prescription d'1 an ne s'applique pas, puisque c'est la prescription, c'est 1 an à compter de la notification. Donc, attention là-dessus. Un licenciement verbal ou un licenciement non notifié n'a pas de prescription. Sauf à considérer peut-être que ça applique le délai de 20 ans préfixe prévu par le Code civil. Sauf que si l'employeur envoie les documents de rupture, certificat de travail, on est dans un licenciement qui est sans cause réelle sérieuse. Voilà. Donc, si le licenciement n'a pas été notifié. Ouais. Ok. Donc voilà, assez intéressant comme situation. Je passe sur ce sujet. Alors, la clause de conciliation, Marie-Vonne, ça va arriver. Alexis Bugada va me l'envoyer et je vous promets que ça va être sur le chat d'ici quelques instants. J'aimerais qu'on continue avec la péremption, David. Oui, d'accord. Alors, la péremption, bon, ça nous semblait important de revenir dessus parce que, comme vous le savez, pour toutes les instances prud'homales depuis le 1er août 2016, on a supprimé la disposition spécifique du Code du travail qui prévoyait que quand une diligence avait été mise à la charge des parties, que la prescription était en cours, la péremption était encourue. Et donc, on est rebasculé sur le droit commun, qui est que si aucune diligence n'est faite pendant 2 ans, potentiellement, la péremption est encourue, sauf que, vous le savez, en principe, quand une affaire est fixée, la fixation de l'affaire fait que la prescription n'est pas encourue. Pour autant, vous avez des conseils de prud'homme où il faut attendre extrêmement longtemps avant d'avoir une date d'audience. Et donc, on peut se faire quelques surpoids en se disant, mince, il ne s'est rien passé dans le dossier. Et là, je voulais vous parler d'un arrêt qui me semblait intéressant de la deuxième chambre civile du 6 décembre 2018. Il y en a beaucoup qui ont le même attendu qui est rédigé, donc dans les mêmes termes. C'est 17-26-202 qui vous dit, attendu que lorsque la procédure est orale, les parties n'ont d'autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l'affaire. Donc, concrètement, si vous n'avez pas de fixation, vous devez demander la fixation de l'affaire, mais dans l'absolu, vous n'avez pas d'obligation de conclure. Donc, on ne peut pas vous reprocher de ne pas avoir conclu. Pour autant, petite nuance, vous avez quand même un arrêt de la Chambre sociale du 13 janvier 2021. C'est un pourvoi 19-21-422 qui vient vous dire que l'article 446-2 prévoit qu'en cas de renvoi d'audience, le président peut, après avoir sollicité l'accord des parties, fixer les modalités d'échange pour le contradictoire dans les procédures orales. Et la Cour de cassation, dans cette hypothèse, est venue dire que quand, finalement, avec cet accord qui est présumé, sauf à ce que vous établissiez qu'il n'est pas intervenu, des calendriers d'échange de conclusions ont été prévus. Si là, pour le coup, il ne se passe rien, il n'y a pas de conclusions qui sont échangées pendant les 2 ans prévus, là, potentiellement, la péremption peut être prononcée. Voilà. Mais en tout cas, j'espère que ça vous tranquillisera peut-être un petit peu sur le risque de péremption pour ces procédures, on attend très longtemps. Alors, je reviens un instant sur la prescription, puisque Franck
nous dit dans le chat, pour une saisine sur rupture qui intervient 11 mois après la rupture, la prescription sur les salaires permet de demander 3 ans avant la rupture ou 3 ans avant la saisine, les 2 dernières années d'exécution. Le salarié connaissait ses droits à la rupture, c'est une source de confusion. Oui, Voilà, Alexis. La Cour de cassation vient de trancher dans un arrêt d'éclairer la question dans un arrêt de mars de cette année-là, hein, de 2023, précisément dans l'hypothèse où le salarié demandait sa requalification du temps partiel en temps plein, mais il avait pris acte de la rupture avant de saisir le Conseil des prud'hommes. Et les conseillers prud'hommes avaient considéré que les 3 ans devaient courir à compter de la saisine de la juridiction. Et la Cour de cassation casse, elle dit non, c'est à compter de la rupture du contrat de travail, donc en l'occurrence de la prise d'acte par le salarié qui était antérieure de quelques mois à la saisine du Conseil des prud'hommes. Donc ici, c'est la rupture du contrat de travail qui invite la Cour de cassation à dire que le salarié a connaissance de ses droits au plus tard, au moment où il prend acte de la rupture. Je pense que là, Franck, c'est clair. Hein, Elsa nous demande si, elle nous demande si on va avoir un document avec toutes les références jurisprudentielles. Oui, Alexis. Alexis va le faire. Je ferai un récapitulatif, bien sûr, si vous voulez. Et ce sera sur le site, comme vous avez eu ce matin pour la jurisprudence. Voilà. On continue sur les demandes additionnelles et les demandes nouvelles. Ça, c'est très important. Alors, j'aimerais bien, je ne sais pas, qui va en parler, Alexis? Alexis, alors moi, je veux bien amorcer le sujet avec la prudence de l'universitaire qui n'est pas praticien, donc avec beaucoup d'humilité sur ces sujets-là. Hein. Et d'autant plus que le temps nous est compté, donc je suis obligé d'aller à l'essentiel. Pour traiter du sujet, moi j'aime bien partir de 2 arrêts récents. Un arrêt du 19 octobre 2022 et puis après un arrêt du 25 mai 2022. 19 octobre 2022. On est en première instance, très bien, et le salarié, dans sa requête initiale, conteste son licenciement pour faute grave. Voilà, c'est ça l'objet principal de sa requête initiale. Et au final, après toute l'évolution des échanges de conclusions, d'expressions, des prétentions orales, le Conseil des prud'hommes statue, et il statue également sur une demande additionnelle relative au paiement de notes de frais anciennes et d'un rappel de salaire. Bon. Et là, l'employeur fait appel pour dire, mais attendez, bon, l'unité d'instance est terminée, hein, voilà, et partant de là, il y a une demande nouvelle. La preuve, c'est qu'il y a un delta entre la requête et le jugement. Donc, je vous demande, juge d'appel, de considérer que la demande additionnelle, elle est irrecevable. Et alors, peu importe ce que dira ici la Cour de cassation, ou du moins, enfin la Cour d'appel, pardon, la Cour d'appel, en réalité, va rejeter la prétention de l'employeur et la Cour de cassation va suivre la Cour d'appel pour dire plusieurs choses. Elle dit, n'oubliez pas qu'en matière prud'homale, en dépit des réformes depuis 2016, eh bien, la procédure reste orale. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, les demandes nouvelles, et même conventionnelles, mais les demandes additionnelles sont recevables. Elles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Voilà, c'est ça qui est déterminant. Et quand l'espèce n'était pas tellement contestée. Donc, attention, lorsqu'il y a comme ça des demandes additionnelles qui se greffent en cours d'instance, il faut bien disputer cela. Là, l'espèce n'était pas tellement disputée. Mais surtout, ce que rappelle la Cour de cassation dans cette affaire, donc qui touche la première instance, hein, c'est que,
Donc, elle le dit, la procédure reste orale, que lorsque les prétentions sont formulées par écrit et que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, eh bien, les parties sont tenues de récapituler sous forme de dispositif, eh bien, notamment dans leur dernière conclusion, l'ensemble des prétentions et moyens formulés. Et ils peuvent donc se rapporter à ces conclusions oralement devant le bureau de jugement. Ce qui veut dire que lorsqu'elles ne sont pas assistées de parties, d'avocats, et qu'elles ne sont pas, les parties ne sont pas tenues de remettre des conclusions, la procédure reste orale et des prétentions nouvelles peuvent émerger encore en matière prud'homale en première instance, parce qu'on est sur une procédure hybridée. On a conservé le côté fugace, accessible mais imprécis de l'oralité. On a essayé d'y mettre un petit peu du régime de la représentation obligatoire lorsque les parties sont représentées par des avocats et sont tenus de remettre des conclusions. Mais pour autant, jusqu'au bout, le litige reste évolutif sans pour autant que l'on soit clair entre nous, que cette solution reconsacre le principe de l'unité d'instance qui est terminé. Hein. Ce principe-là est mort depuis le 1er août 2016. Donc ça, je trouvais ça intéressant parce que la demande additionnelle, bien évidemment, est recevable à condition qu'elle présente un lien suffisant avec la demande originelle. Est-ce qu'on considère qu'il suffit qu'elle soit rattachée au contrat de travail pour qu'il y ait ce lien suffisant? Ça serait une interprétation maximaliste, ou alors faut-il avoir une vision plus restrictive? Peut-être ça nécessite une première action de votre part. Après, j'aborderai le deuxième arrêt si vous voulez. Voilà, Alexis, par rapport à ça, je suis allée voir, j'ai participé à l'atelier sur la grande démission et il y avait le président du conseil de prud'homme de Paris qui était là. Et cette question des demandes additionnelles, elle a été citée notamment quand on fait une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Et puis ensuite, le salarié est déclaré inapte et va être licencié. Et donc, ça veut dire que la demande, elle va évoluer et c'est savoir s'il faut que le salarié fasse une deuxième demande, saisisse une deuxième fois le conseil de prud'homme. Et ce qu'il disait, le président, c'est qu'il valait mieux saisir une deuxième fois, mais ce qui veut dire qu'on a un deuxième BCO, et ça veut dire qu'ensuite, il faut demander une jonction pour essayer de passer au même moment, parce que être jugé en deux fois différents, je trouve, j'ai compris qu'il valait mieux le faire sur un plan, qu'il valait mieux le faire. Je trouve ça extrêmement regrettable. Je le dis parce que pour moi, je vois le lien extrêmement important entre une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et puis ensuite, souvent, c'est les personnes qui sont en arrêt de travail qui ensuite vont être déclarées inaptes et qui vont dire, au même titre qu'elles demandaient la résiliation judiciaire, vont la maintenir et vont dire, à titre subsidiaire, vous allez dire que l'inaptitude est liée à une dégradation des conditions de travail. Voilà. Et donc, c'est ça. Alors, je crois que toi, tu as quelque chose à dire. Pour moi, la grande difficulté, c'est qu'en fait, la Cour de cassation dit que le lien suffisant, c'est une appréciation souveraine des juges. Et ça, c'est un énorme problème. J'ai vu passer, moi, un arrêt d'appel qui disait toute demande liée au contrat de travail a un lien suffisant. J'ai vu aussi des décisions qui sont extrêmement sévères, au point d'être parfois absurdes. Dans les éléments qui peuvent un peu nous guider, il y a pour moi une décision je ne sais pas si tu avais prévu d'en parler, Alexis, du 1er décembre 2021. Alors là, pour le coup, c'est de la compétence de la Cour de cassation, puisqu'il s'agissait de la question de la demande nouvelle en cause d'appel, où la Chambre sociale est venue dire qu'une demande de nullité du licenciement avait la même fin qu'une demande d'indemnisation d'un licenciement sans cause réelle. Ça me pourra 20-13-339, donc à plus forte raison, on peut considérer qu'il y a un lien suffisant en première instance. Donc, vous pouvez basculer de l'un à l'autre. Après, moi, j'ai tendance à dire, s'agissant des questions de procédure, ceinture et bretelles. C'est-à-dire qu'il vaut mieux faire des trucs débiles, profondément débiles, que de prendre le risque que notre client soit irrecevable sur une demande, a fortiori quand il s'agit d'une demande aussi importante qu'un licenciement. Pour autant, je ne vois pas comment, intellectuellement, on peut dire qu'une demande au titre du licenciement n'a pas de lien suffisant avec la demande initiale de résiliation judiciaire, ne serait-ce que parce que la résiliation judiciaire va avoir un changement de date si un licenciement intervient. C'est-à-dire que la résiliation judiciaire sera prononcée à la date du licenciement,
alors que si sans licenciement, elle serait prononcée à la date à laquelle le juge statue. Donc, pour moi, à partir du moment où il y a un licenciement, nécessairement, les deux questions doivent être traitées ensemble. Voilà. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, quand dans votre esprit, je ne sais pas, si on est sur une contestation d'un licenciement, vous avez oublié le préavis, que vous rajoutez le préavis, là, pour le coup, je pense que ça ne sert à rien de ressaisir. Il y a forcément le lien suffisant. Je pense que ça ne fera pas débat. Mais dès lors que vous vous dites ça peut faire un petit peu débat, moi, j'ai envie de dire, par précaution, vous ressaisissez et vous demandez la jonction. Et vous allez vous refaire un BCE. Après, s'il faut vous défendre, à mon avis, il faut sortir la jurisprudence et essayer de chercher sur l'interprétation la plus maximaliste possible. Parce que, moi, je vais peut-être être un peu direct, mais je trouve ça profondément crétin qu'on multiplie les procédures. Et quand on voit des rôles où, entre les mêmes parties, il y a 5 affaires différentes enregistrées sous 5 RG différents, mais quelle perte de temps et quelle perte d'efficacité pour les avocats, pour les conseillers prud'hommes, pour les greffiers. Est-ce que, quand cette histoire de demande additionnelle, à quel moment l'employeur peut contester la recevabilité et en disant non, ça n'est pas une demande additionnelle? Est-ce qu'il doit le faire tout de suite ou est-ce qu'il peut le faire à tout moment de la procédure? C'est une fin de non-recevoir. C'est une fin de non-recevoir. Donc, à tout moment de la procédure, sous réserve éventuellement qu'il y ait une condamnation de la partie qui soulève tardivement celui de la déloyauté. Donc, ça, c'est très important. Ça veut dire qu'en effet, il faut ne pas courir de risques tant qu'on n'a pas une décision sur ce point. Je crois qu'il faut être extrêmement prudent. Oui, et Marie-Pierre, je lis, mais si on fait une double requête, on n'aura jamais la position de la Cour de cassation, car le problème est alors résolu par la jonction et on encombre les CPH sur les employeurs qui soulèvent ce moyen. Mais on ne peut pas prendre non plus le risque. On ne peut pas prendre le risque. Voilà. Pour l'instant. Pardon, Alexis. La solution, c'est peut-être de faire les deux. Une à titre conservatoire, saisir à nouveau et ne pas hésiter à formuler la demande additionnelle en cours d'instance. Mais avec le petit risque de la litispendance. Peut-être que la demande additionnelle, c'est un moyen aussi d'éviter la prescription. Alors, oui. Dans le cas d'une deuxième requête, non, en faisant avec la demande parce que si additionnelle. vous faites une demande additionnelle qui est déclarée irrecevable, vous n'aurez interrompu absolument rien. D'accord, mais c'est par contre, si vous faites une deuxième, si vous faites une deuxième requête ou une nouvelle saisine, les deux, une demande additionnelle recevable ou une requête, tous les deux sont interruptibles de prescription. Par contre, c'est la demande additionnelle irrecevable qui là vous préférez. Oui, d'accord. Mais moi, je pensais, je n'ai pas d'exemple précis, mais on dit une requête. La durée de la procédure devant le Conseil des prud'hommes fait qu'on passe en bureau de conciliation, si je pense menteur, moi je viendrai, mais c'est quand même assez long. Vous passez en conciliation que 6 mois ou 8 mois après avoir déposé la requête, et puis d'un seul coup, le salarié vous dit ah oui, mais là j'ai un problème par rapport à l'exécution du contrat de travail, et on s'aperçoit que on est peut-être un peu fort au niveau prescription. Est-ce que par le biais de la demande additionnelle qu'on n'avait pas mis dans la requête initiale, on peut contourner la prescription? C'est ça la question. Alors, je ne le vois pas. Alors, c'est une question qui est très compliquée, qui à ma connaissance, mais Alexis, tu sauras peut-être, n'est pas tranchée en jurisprudence. C'est-à-dire, avant la suppression d'unicité d'instance, il n'y avait pas de débat. La saisine interrompait la prescription sur le tout. À l'heure actuelle, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'arrêt de la Cour de cassation qui est venu remettre ça en cause, mais pas d'arrêt de la Cour de cassation qui est venu confirmer que cette jurisprudence était toujours d'actualité. Donc, moi, j'ai envie de dire, là, pour le coup, si vous n'avez pas le choix, tentez-le. Et quant à tenter d'avoir une jurisprudence de la Cour de cassation, moi, j'ai envie de vous dire, il y a suffisamment de confrères qui n'auront pas fait attention pour éventuellement qu'on ait des décisions qui montent. Ça ne sert à rien de volontairement prendre le risque dans vos dossiers. Si vous décidez de le faire, pour moi, en ces cas-là, obligation déontologique, vous en parlez à votre client de façon préalable. Et par ailleurs, je ne suis même pas sûr qu'on ait un jour une décision de la Cour de cassation, parce que jusqu'à présent, sur la question des demandes additionnelles, la Cour de cassation dit appréciation souveraine des juges du fond. L'idée, ce que tu disais, il y a un vrai lien entre la demande de résiliation judiciaire et puis ensuite l'inaptitude pour la date. Donc, ce lien, on le voit bien. Oui. On fait parfois des accords entre avocats, entre confrères. On n'a aucun intérêt ni l'un ni l'autre à se déplacer à nouveau dans un objet et refaire. Et donc, avec l'accord de nos clients respectifs, effectivement,
en échange des lettres officielles et donc on conclut un accord sur le fait qu'on accepte qu'il ajoute dans cette conclusion une demande additionnelle qui nous paraît en lien avec la demande initiale et en défense, on ne va pas soulever une recevabilité de cette demande additionnelle. Ça, Alexis, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses qu'on peut conclure un accord sur le fait qu'on s'interdit de soulever une fin de non-recevoir ou pas? Moi, j'ai une. Je botte en touche. Je ne saurais pas répondre honnêtement à la question, donc je préfère pas me risquer là-dessus. Je vois pas le. Pourrait, C'est ça. Ouais. pourrait soulever d'office l'irrecevabilité et donc l'accord entre les parties lui serait opposable, me semble-t-il. Mais juste pour rebondir à ce qui a été dit précédemment, le dernier arrêt sur le principe de solution qui consiste à dire que la saisine du Conseil des prud'hommes suspend les prescriptions applicables aux demandes se rapportant à la même cause. La dernière jurisprudence, elle est de fin 2021. Elle a été répétée, mais dans une circonstance où s'appliquait encore le principe de l'unicité de l'instance, mais la Cour de cassation n'y fait pas référence. Donc, on est en zone grise sur la question de la prescription pour les demandes nouvelles. Voilà. Et donc additionnelles. On est en zone grise. Donc, À creuser. à creuser, et simplement, comme c'est au niveau du CNB, prudence. Voilà. Parce que, et là, ça va nous permettre peut-être de passer justement en matière de prudence au délai. Ah, je dis. Alors, si je peux juste me permettre, pour faire le lien avec l'appel, si j'ai 2 minutes, même pas, on peut faire référence à l'arrêt du 25 mai 2022, qui là rappelle qu'en appel, puisqu'on bascule sur la procédure lourde, si j'ose dire, avec représentation obligatoire, les demandes nouvelles sont irrecevables. Elles sont irrecevables, et c'était l'hypothèse où, à l'occasion d'un licenciement, le salarié demandait un rappel d'heures supplémentaires en appel. Et la Cour de cassation donc rappelle les principes de solution en la matière. La demande nouvelle en appel ne peut être reçue, acceptée, que si elles sont l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles soumises au premier juge. Donc, partant de là, si ce n'est pas le cas, c'est irrecevable. Mais dans l'affaire, c'était quand même litigieux parce que le salarié, en première instance, invoquait la déloyauté de l'employeur qu'il avait placé dans une situation de cadre dirigeant alors qu'il ne l'était pas. Donc, il avait dit, ben voilà, regardez, on m'a fait faire plein d'heures supplémentaires, ma convention de forfait jour ne s'applique pas parce que je ne suis pas cadre dirigeant. Et voilà pourquoi, en appel, il fait une réclamation d'heures supplémentaires parce qu'il considérait que le fait de demander des heures supplémentaires en appel était la conséquence nécessaire du fait que le statut de cadre dirigeant ne s'appliquait pas à sa situation. Eh bien, ce lien intellectuel qui est tout à fait recevable n'a pas été admis ici par la Cour de cassation, qui n'a pas considéré que c'était une conséquence, l'accessoire ou la conséquence ou le complément de la demande initiale. Donc, on passe là sur les problématiques de l'appel. Donc, il faut rester attentif. Alors, pardon, juste avant de passer à l'appel, ça te tient à corps. Non. Mais de parler un instant sur l'indemnité forfaitaire de conciliation, et ça tombe bien, parce que le président du Conseil des prud'hommes de Paris en a parlé aussi tout à l'heure. Donc, je te laisse intervenir. Oui, donc moi, je voulais insister rapidement sur le fait qu'on a, vous savez qu'il existe l'indemnité forfaitaire de conciliation et que les barèmes de l'indemnité forfaitaire de conciliation sont plus importants que les barèmes de l'article 1235-3. Désolé, c'est la pratique, ça fin de journée. Et donc, ça peut être intéressant de conclure de l'indemnité forfaitaire de conciliation, ne serait-ce que parce que vous avez à la fois un statut social et fiscal qui est avantageux, puisque ce n'est pas assujetti dans les limites de 2 passes pour les cotisations sociales et pas du tout pour les sommes le statut fiscal. Et par ailleurs, c'est très important aussi s'agissant du différé spécifique d'indemnisation Pôle emploi. Parce que, bon, je ne sais pas si vous le savez, mais une fois que vous transigez, par exemple, Pôle emploi va prendre toutes les sommes que vous avez prévues dans la transaction, va les passer à la moulinette de la formule Pôle emploi, ça doit être à peu près
95, ça bougeait en fonction de l'année entre 92 et 95 euros. Ils vont donc diviser le montant que vous avez gagné, divisé par ce montant de 95, et ça va faire un nombre de jours de différé plafonné à 150 jours, donc à peu près 5 mois de salaire, 5 mois d'allocation chômage. Donc vous risquez, le salarié peut, et même dans certains cas, perdre davantage que ce que vous arrivez à lui obtenir en indemnisation de chômage. Donc on a un vrai intérêt potentiel à faire des indemnités forfaitaires de conciliation. En termes de tambouille, désormais la comparution volontaire n'est plus possible, mais on peut toujours jouer pour avoir une audience rapide. Typiquement, vous saisissez une section incompétente, un conseil de prud'homme, ou encore un conseil de prud'homme incompétent. Les parties se sont mis d'accord, personne ne soulève l'incompétence, le conseil ne peut pas le relever d'office, circulaire rien à voir, et même un certain nombre de sections de conseil de prud'homme sont très demandeuses, notamment des sections industrielles, là où il n'y a pas de... Parce qu'ils ne veulent pas qu'on supprime les sections, donc du coup, vous en aurez assez rapidement. Simplement, je signale juste que les dispositions par rapport à l'indemnité forfaitaire de conciliation sont dans le chapitre consacré au licenciement. Donc, attention, si vous faites une indemnité forfaitaire de conciliation qui ne porte pas seulement sur la rupture, mais qui porte aussi sur l'exécution des heures supplémentaires, etc., vous n'êtes pas 100% à l'abri que Pôle emploi ou l'administration fiscale ne viennent pas dire attention, moi je considère qu'il y a une partie à rapatrier dans le statut assujetti. Donc attention là-dessus, dans la rédaction de vos PV de conciliation, il faut bien faire référence à la rupture, quitte à coupler ça avec un désistement d'instance et d'action, ce qui fait que du coup, le salarié s'interdira de maintenir ses demandes. Très bien. Alors, merci. C'est un forfait ou c'est un maximum? Alors, c'est une grosse discussion. Alors, oui, j'aurais peut-être pu préciser. Donc, on peut être en dessous du barème, on peut être au-dessus du barème. Simplement, les textes et leur interprétation de la doctrine vient dire que si on dépasse le maximum, les sommes supérieures au maximum sont assujetties au régime classique. En revanche, les sommes inférieures au minimum, elles, restent dans l'exonération. Et ce que disait le président du Conseil de prud'homme de Paris, c'est que parfois on trouve une solution entre le BCO et le BJ, et qu'on peut demander au BJ de valider un PV de conciliation totale, mais qui ne va pas se transformer en BCO pour le faire. Parce que c'est ce qu'il nous a indiqué tout à l'heure. Et attention, du coup, un accord homologué devant le BJ, on n'a pas de garantie, et ça, apparemment, ça dépend des pôles emploi, des entités régionales. Certains refusent d'appliquer le régime particulier au différé d'indemnisation. Donc là, pareil, il peut contourner en ressaisissant le conseil de prud'homme pour avoir une conciliation, on fait avaliser un PV sur mesure, sur les mêmes faits, en désistant de la première. Et revenir devant le BCO lors de la mise en état, c'est possible. Si vous êtes dans des BCO de mise en état, il n'y a pas de difficulté. Par contre, si vous êtes renvoyé en bureau de jugement, là, la technique pour contourner, c'est de ressaisir un BCO. Ça ne prend pas forcément 6 mois. Si vous avez, c'est 2 mois. Oui, j'ai vu qu'il parlait de 6, 7 mois. Ça dépend des sections. Oui, bien sûr. Alors, à la culture, c'est facile. Alors, Sylvie dit quelque chose, et je l'avais entendu aussi, qu'au CPH de Paris, certaines propositions refusent d'entériner un PV en dessous du montant fixé. Et ça, je l'ai entendu aussi. C'est qu'à Paris, ils homologuent quand c'est équivalent à l'indemnité forfaitaire, comme c'est un forfait, il faut que ce soit l'indemnité forfaitaire, voilà, il faut que ce soit le barème, ni plus ni moins. Sinon, je ne sais pas. Et il y a aussi une chose que je vous dis, ça remonte à 2 ans, et le président du Conseil de prud'homme de Paris nous a dit que tous les PV de conciliation, au-delà, c'était 200 000 euros, étaient envoyés à Bercy. Il faut qu'on le sache quand même. C'est-à-dire que, voilà. Pardon? On vit dans un état fiscal total. Non, mais voilà, il faut savoir s'il y a du blanchiment, de la fraude derrière. Bon, après, à l'heure des charges, moi, j'ai assisté à des formations où les confrères défendaient des montages un peu bizarres, où on modifiait les salaires de référence de façon à faire entrer des indemnités, des golden parachutes, etc., en indemnités forfaitaires de conciliation. Donc, peut-être que c'est ça qui a provoqué aussi cela.
je pense qu'ils veulent aussi éviter qu'il y ait des fraudes qui passent par des faux dossiers, on est bien d'accord. On passe à l'appel, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont à dire, et donc je donne la parole à Stéphane Cartier. Merci beaucoup. Qui dit appel dit déjà, comme premier acte, l'acte de saisie de la Cour, la déclaration d'appel. Vous connaissez tous par cœur l'article 101, bien entendu, qui impose un certain formalisme sous peine de nullité. J'attire votre attention sur le premier alinéa qui renvoie à l'article 54. Et là, 54, c'est bien sûr l'identification des parties, donc ça ne devrait pas poser de difficulté. Il faut un minima, un appelant et un intimé. Mais l'article 54 aussi nous impose d'indiquer l'objet de la demande. Et devant la Cour, quel est l'objet de la demande? C'est bien entendu l'infirmation ou l'annulation. Et je vois tellement de confrères qui sont focalisés sur ce que je vais évoquer dans quelques instants, les chefs de jugement critiqués, qu'il n'y a pas d'objet de la demande dans la déclaration d'appel. Attention, à mon avis, on s'expose à de grands soucis si on oublie de demander à la Cour dans la déclaration d'appel l'appel quant à l'annulation ou l'infirmation du jugement déféré. Donc, vous suivez le déroulé de l'article 901, la Constitution, l'indication de la décision attaquée et de la Cour d'appel saisie. C'est le quatrième point qui pose quelques difficultés depuis le 1er septembre 2007, puisqu'il est relatif au chef de jugement expressément critiqué. Qu'est-ce que c'est qu'un chef de jugement expressément critiqué et pourquoi nous impose-t-on d'indiquer des chefs de jugement expressément critiqués dans la déclaration? Ce qui agace au plus haut point les magistrats de la Cour, c'est qu'on repasse intégralement le match de première instance, voire même qu'on reprenne exactement les mêmes conclusions que celles de première instance quand on a lu. Donc, notre matière première, quand on fait appel, c'est le jugement. Et le jugement, il ne nous donne pas satisfaction, soit intégralement, soit sur certains points, donc d'où l'importance de préciser dès l'acte d'appel quels sont les chefs de jugement expressément critiqués. Premier point. Deuxième point, qu'est-ce qu'un chef de jugement expressément critiqué? Je crois qu'on est maintenant tous d'accord, et je crois que d'ailleurs dans un arrêt de la Cour de cassation récent, je ne l'ai plus en tête, mais la Cour de cassation glisse un peu une définition, c'est le chef du dispositif de jugement. Donc, on ne va pas se focaliser sur les motifs du jugement. On se concentre sur les chefs du dispositif du jugement. Où les indiquer? Eh bien, sur le module RPVA, il y a un champ qui est réservé à cet effet. Donc, on met l'appel quant à l'annulation ou l'infirmation du jugement, en ce qu'il a 2 points, et vous indiquez vos chefs de jugement expressément critiqués. Peut-on le faire dans le cadre d'une annexe? Cette annexe qui a fait couler beaucoup d'encre, et je comprends, 13 janvier 2022, cet arrêt scélérat où on nous a fermé la porte du recours à l'annexe quand il y a plus de, alors à l'époque c'était 4080 caractères, aujourd'hui 8000 caractères, mais il y a des décisions qui, dans le dispositif, comportent plus de 8000 caractères. Et certains confrères avaient l'habitude de recourir systématiquement à l'annexe. Donc, arrêt scélérat de 13 janvier 2022, le CNB, la conférence des bâtonniers, le barreau de Paris se mobilisent et ça marche. La chancellerie nous écoute et le 25 février 2022, arrêté et décret qui valide, au terme d'une modification d'article 901, le recours à l'annexe. Et la Cour de cassation, vous voyez, sans désemparer quasiment, avis du 8 juillet 2022, numéro 22-70-005, eh bien la Cour de cassation dit effectivement, aujourd'hui, on accepte le recours à l'annexe, même si c'est moins de 8000, enfin 4000 caractères ou 8000 maintenant, donc même s'il n'y a pas d'empêchement technique. C'est une très bonne nouvelle. Pour autant, est-ce qu'on est sauvé vis-à-vis de la déclaration d'appel? Non, il y a encore des choses à vérifier quand même. Parce que on peut avoir une déclaration d'appel qui est incomplète ou qui, au moment de conclure, on se rend compte qu'il y a des chefs de jugement expressément critiqués qui sont manquants.
Est-ce qu'on peut régulariser? Oui, non. Et si on ne régularise pas, quels sont les sanctions? Très rapidement. 3 avis du 20 décembre 2017 que vous devez maintenant connaître. Référence 17-70-034, ensuite 70-035, 70-036. La Cour de cassation vous donne le mode opératoire. Vous dit, vous pouvez compléter, rectifier votre déclaration d'appel si c'est nécessaire. Mais vous devez le faire impérativement dans votre délai pour conclure. Point 2. Quand vous régularisez une déclaration d'appel rectificative complétive, etc., il vaut mieux indiquer cette déclaration d'appel tend à rectifier, compléter celle en date du temps, et si vous avez le numéro de RG, vous l'indiquez. Moi, vous indiquez bien entendu les chefs de jugement expressément indiqués. Et troisièmement, il ne s'agit pas d'une nouvelle procédure d'appel. C'est une déclaration d'appel qui va venir s'intégrer à la précédente. Donc, ça implique, fort logiquement, qu'il faut impérativement respecter le délai pour conclure de la première déclaration d'appel. Faites très attention. Autre point sur lequel j'attire votre attention, il y a un certain nombre de confrères qui sont encore piégés. Il y a 2 dates sur une déclaration d'appel. La date d'envoi et la date d'enregistrement. C'est la date d'envoi qui doit être prise en considération. Surtout si, comme à Paris, le greffe central met plusieurs semaines pour enregistrer la déclaration d'appel. Que se passe-t-il si on a une déclaration d'appel qui n'est pas conforme à ce que l'on attend de celle-ci? La première sanction, elle est prévue par l'article 901, c'est la nullité. Mais ça ne nous avance pas à grand-chose parce que, déjà, une nullité, c'est une nullité de forme. Donc, il faut que l'intimé soulève une illégitime cette exception de nullité devant le conseiller de la mise en état quand il y en a un, ou devant la cour quand il n'y a pas de mise en état, c'est-à-dire article 905 et suivant du code civil, et justifier la grief. Or, si l'appelant a conclu, pour moi, il est difficile de pouvoir justifier pour l'intimé la grief à défaut de chef de jugement expressément. Mais surtout, à supposer même qu'on arrive à obtenir la nullité de cette déclaration d'appel, article 2241 du code civil, la nullité va produire un effet interruptif de forclusion. Donc, vous pourrez refaire votre appel. Autrement dit, moi j'aime beaucoup, ça ne me m'effraie pas quand le confrère me soulève la nullité de la déclaration d'appel, parce que je suis assez préservé par l'article 241. En revanche, quand on dit que mon appel est caduque ou irrecevable ou qu'il y a un défaut de saisie de la Cour, là, effectivement, je passe par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. La déclaration d'appel rectificative doit se faire dans le délai d'appel ou dans le délai pour conclure. Le délai pour conclure, ça c'est un régime sui generis qui est prévu par la Cour de cassation. C'est vrai que moi, dans un premier temps, j'avais toujours recommandé de régulariser la déclaration d'appel dans le délai d'appel. La déclaration d'appel rectificative. La Cour de cassation dit non, c'est dans le délai pour conclure. Une nuance près, c'est sur la régularisation d'un appel porté devant une cour d'appel incompétente. Où là, vous pouvez régulariser dans le délai de la déclaration, dans le délai d'appel, sachant que le délai d'appel est interrompu tant qu'il n'a pas été statué sur l'irrecevabilité de l'appel. Désolé. Deuxième type de sanction, puisque vous avez bien compris que l'exception de nullité n'était pas très intéressante, pour l'intime en tout cas, pour l'appelant, il peut s'en réjouir. La Cour de cassation avait précisé dans l'un de ses 3 avis, donc du 20 décembre 2017, le dernier, que le défaut de chef de jugement expressément critiqué ne constitue pas une fin de non-recevoir. Très bien. Moi, à l'époque, je m'étais dit, c'est pas une fin de non-recevoir, ça signifie que c'est uniquement une exception d'unité. Oui, mais la Cour de cassation a fait preuve d'innovation. 30 janvier 2020, alors celui-ci, vous pouvez l'encadrer. Pourvoi 18-22-258. Eh bien, au terme de cet arrêt de la Cour de cassation, il a été considéré que la déclaration d'appel qui n'indique pas les chefs de jugement expressément critiqués ou qui en oublie certains, eh bien, dans ce cas-là, la Cour d'appel n'est pas saisie.
Donc, et là, c'est une sanction qui ne peut pas faire l'objet d'une régularisation. Autre précision, à partir du moment où c'est la Cour qui n'est pas saisie, eh bien, pour l'intimer, il faut développer votre paragraphe concernant défaut de saisine de la Cour dans vos conclusions dirigées devant la Cour. Bien. Voilà en ce qui concerne la déclaration d'appel. Si une précision. Deux. Je n'en ai pas pour longtemps. Première chose, cette sanction du défaut de saisine ne s'applique qu'en matière de procédure d'appel avec représentation obligatoire. La Cour de cassation a pu juger, rappeler que dans toutes les procédures sans représentation obligatoire, y compris quand il y a un avocat qui intervient, il n'y a pas cette sanction parce que du défaut de saisine, elle considère que dans cette hypothèse-là, ça serait un formalisme excessif, contraire de la jurisprudence de la Cour européenne des droits. Est-ce que vous avez des questions sur la déclaration d'appel? Ou est-ce que je vous ai achevé? Non, les délais. Ouais, peut-être juste une précision. À mon sens, si vous ne mettez pas infirmé dans la déclaration d'appel, on serait uniquement sur une nullité pour vice de forme, puisqu'il n'y a pas de précision comme quoi. Je suis d'accord, mais C'est mieux de le mettre. c'est mieux de le mettre, d'autant plus que on peut reprocher un certain nombre de choses à nos magistrats, mais finalement, ce sont aussi les confrères qui font preuve d'imagination débordante en la matière. Donc, je vois régulièrement des confrères soulever cette difficulté. Il n'y a pas d'objet de la demande à déclaration d'appel, donc dépôt de saisine de la Cour. Donc, la Cour de cassation ne s'est pas prononcée à mon avis. Je peux me permettre de poser une question par rapport aux demandes additionnelles. On voit qu'il y a une déclaration d'appel. L'appelant a oublié certaines dispositions. L'intimé conclut sous fondement de l'article 542 562 qui fait que la demande additionnelle n'a pas été dévolue à la Cour initialement dans la déclaration d'appel. Comment on combine? Ce que je veux expliquer, c'est que quand vous faites vos déclarations d'appel, vous devez lister tous les chefs du jugement. Et si vous oubliez un chef de jugement et que vous concluez sur ce chef de jugement, il n'a pas été dévolu à la Cour parce qu'il n'est pas visé dans la déclaration d'appel. C'est ce qu'on a tout le temps en représentation obligatoire. Oui. Donc, le jour où vous faites une demande additionnelle par rapport à un chef de jugement que vous avez oublié d'insérer dans la déclaration d'appel, qu'est-ce qui va prévaloir en matière de jurisprudence de la Cour de cassation? Ça n'a pas été dévolu à la Cour ou c'est la jurisprudence sur la demande additionnelle qui va s'appliquer? Je ne sais pas si je suis bien claire. Pour moi, il y a le jugement qui est passé en force de chose jugée, sur ce qui n'a pas été dévolu à la Cour, et donc vous ne pouvez pas faire de demande additionnelle contraire à hauteur d'appel. Il est passé en force de chose jugée à partir du moment où l'intimé a conclu. Non, il est passé en force de chose jugée à partir du moment où vous n'avez pas fait appel sur cette disposition, vous n'avez pas régularisé votre déclaration d'appel dans les 3 mois qui vous est imparti pour 5 heures. Faites attention aussi sur oui, c'est très compliqué. Faites attention aussi sur ce mode d'opération. Je fais une deuxième déclaration d'appel, une troisième, j'ai même vu un dossier où il y en avait 5. Il faut bien entendu conclure dans le délai de la première déclaration d'appel, mais en principe, le greffe ne procède pas immédiatement à l'injonction. Donc, il faut conclure aussi, non seulement dans le délai de la première procédure d'appel, mais à l'appui de vos différentes déclarations d'appel. Et moi, il m'est arrivé de régulariser le dernier jour pour conclure une déclaration d'appel complémentaire. Je joins dans ce cas-là à ma déclaration d'appel mes conclusions d'appel. Pour qu'on ne puisse pas me dire, vous n'avez pas conclu, votre deuxième appel est caduc, et alors là, mon château de cartes s'effondre. Là, moi, la petite nuance que je ferai, c'est qu'il faut ne pas confondre les actes introductifs d'instance et les actes de régularisation. Pour moi, les DA, le 2e, 3e, 4e, 5e, en l'occurrence, ce sont des actes de régularisation. Et comme ce ne sont pas des actes introductifs d'instance, à mon sens, il n'y a pas de nécessité de conclure dans les 3 mois de celle-ci. Il faut se caler sur les délais par rapport à la première DA. Le problème, c'est que vous risquez de vous faire des frayeurs parce qu'au niveau du greffe, ils ont un logiciel qui a détecté qu'il n'y a pas de conclusion versée dans le dossier informatique dans les 3 mois. Vous allez avoir un avis d'irrecevabilité, potentiellement une audience. Donc, on peut s'éviter des frayeurs en remettant les conclusions dans le dossier. Je reprends ton expression, David, c'est ceinture et bretelles. Là, tu travailles uniquement avec la ceinture.
C'est mieux Moi, d'avoir je mets les il n'a bretelles. pas de bretelles. Et la- Et il n'a pas de ceinture, je vous le dis, hein, parce que dans son noir. Mais si, j'ai une ceinture. Allez, on continue, Alors, parce qu'on a... Même pas peur. Les délais Magendie, les conclusions, les délais, je pense que vous connaissez la distinction délai de droit commun, article 908 et suivant, et article 905, procédure accélérée. Moi, je vais me permettre d'attirer votre attention sur deux choses. Un, le formalisme à respecter. Vous avez les articles 960 et 961 du Code de procédure civile qui sont assez redoutables dans un certain nombre d'hypothèses, notamment si vous n'indiquez pas l'adresse des personnes physiques ou le siège social des personnes morales. Vos conclusions sont irrecevables. Donc, ça peut être utile dans un certain nombre de cas. Et l'article 954 qu'il faut suivre à la lettre aussi, voilà en ce qui concerne le formalisme. L'autre problème, en ce qui concerne les sanctions à défaut de respect de ce formalisme, vous avez un principe de concentration des demandes qui est posé par l'article 910-4. Ne confondez pas demande et moyens, ou prétention et moyens. Bien entendu, les moyens, vous pouvez développer des moyens de vous tout au cours de votre procédure. En revanche, une fois que votre délai pour conclure est expiré, au soutien de votre appel, vous ne pouvez pas, sauf évolution du litige, rajouter des demandes nouvelles. Article 910-4. Sanction prétorienne. Là aussi, la Cour de cassation a fait preuve d'innovation, mais d'où l'innovation. 17 septembre 2020, pourvoi 18-23-626. Lorsque l'appelant ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions ni l'affirmation ni l'annulation du jugement, la Cour ne peut que confirmer le jugement. Donc, c'est vraiment la jurisprudence de la Cour de cassation qui nous donne beaucoup de mal et qui est à l'origine d'un nombre de sinistres important. Deuxième innovation de la Cour de cassation, je passe au contrôle de M. le professeur, c'est qu'il y a une application différée de cette jurisprudence. Il faut distinguer, parce qu'elle était consciente que c'était tellement une usine à gaz, si vous me permettez l'expression, qu'il fallait un certain temps pour les professionnels pour la digérer et bien l'appréhender. Pour tous les appels antérieurs au 17 septembre 2020, c'est bon, la Cour de cassation, bonne mère, elle ferme les yeux. Et elle dit, si le dispositif, vos conclusions n'est pas correct et il ne comporte pas affirmation, annulation, c'est bon. Mais attention, 17 septembre, 18 septembre, c'est fini, 2020. Donc là, c'est la déclaration d'appel à compter du 18 septembre 2020 qui déterminera le régime appliqué. Cette jurisprudence a été confirmée par un arrêt du 20 mai 2021. Et j'attire aussi votre attention sur le fait qu'il faut demander l'infirmation du jugement ou l'annulation dans le dispositif, y compris et surtout pour l'intimé qui va former un appel incident. Le régime est applicable pour lui aussi. 1er juillet 2021, pourvoi 20-10-964, et j'ajouterai que pour l'intimé, je recommande vraiment d'indiquer pour le coup les chefs de jugement expressément critiqués aussi dans le dispositif de mes conclusions, puisque par définition, l'intimé, lui, il n'a pas formé un appel avec ses chefs de jugement expressément critiqués. Alors que pour l'appelant, la Cour de cassation dit ça, une fois que vous avez les chefs de jugement expressément critiqués dans la déclaration d'appel, vous n'êtes pas obligé de les rappeler dans vos conclusions. C'est un arrêt du 3 mars 2022, pourvoi 20-20-017. Pour terminer sur la question des sanctions quand on ne respecte pas cette rédaction du dispositif des conclusions, depuis un arrêt du 9 septembre 2021, pourvoi 20-17-263, il y a une option pour l'intimé. Soit il demande à la Cour de constater que, en l'absence de conclusion conforme, eh bien, elle ne peut que confirmer le jugement. Ça présente un intérêt, notamment quand l'intimé
veut former un appel incident. Soit l'intimé ne veut pas former d'appel incident, il est pressé, eh bien, il peut prendre la voie d'accélération devant le conseil de la mise en état pour demander la caducité de l'appel. Donc ça, c'est prévu par cet arrêt du 9 septembre 2025. Mais cette double option n'est possible, encore une fois, que pour les appels postérieurs au, si vous avez bien suivi, 20 septembre 2020. Voilà en ce qui concerne les sanctions. Il y a d'autres sanctions, bien sûr, en cas de non-respect, là, pour le coup des délais, mais c'est peut-être David qui veut en dire un mot. Alors, On a 5 minutes. on a 5 minutes. Moi, je voulais juste alerter sur un point qui est important. C'est sur le 905. Attention, l'article 905. C'est applicable quand le président de la Cour a décidé d'organiser le circuit rapide de façon optionnelle, mais c'est applicable de plein droit, notamment pour les appels d'ordonnance de référence. Vous verrez les décisions du juge de la mise en état en première instance, etc. Faites bien attention, parce que dans ce cadre, vous êtes de plein droit en référé 145. Ce qui fait que l'appelant, théoriquement, son délai pour conclure commence à partir de l'avis de fixation, mais rien ne lui interdit de conclure avant l'avis de fixation. En revanche, l'intimé, il a 1 mois pour conclure après la notification des conclusions de l'appelant. Ce qui fait que s'il ne fait pas attention, il pense qu'il a 3 mois pour conclure, alors qu'en réalité, il n'en a qu'un seul et il est irrecevable quand il conclut. Donc, très très attention, vérifiez si vous êtes en action 5 de droit ou pas quand vous recevez des conclusions. Et ça, c'est la Cour de cassation qui a confirmé cette analyse. 22 octobre 2020, pourvoi 18-25-760. Donc, pour l'intimé, c'est vraiment délicat. Quand on se constitue en tant qu'intimé, il faut procéder absolument à l'analyse du régime applicable. Droit commun ou pas. Parce que moi, régulièrement, en tant qu'appelant, quand je suis pressé, 905 de droit, je conclus avant même l'avis de fixation. Et donc, je dégoupille la grenade pour l'intimé. C'est 1 mois à compter de la signification du contenu. Et de la même façon, si vous avez des PV 659, vérifiez les diligences faites par l'huissier. Un PV 659 où les recherches n'ont pas été suffisantes, c'est un risque d'annulation de votre signification et par voie de conséquence de caducité. Donc là-dessus, vraiment, il faut être très vigilant et la responsabilité risque d'être partagée. J'attire votre attention aussi sur cette nouvelle sanction issue de l'article 911-1, troisième alinéa, qui pose le principe de concentration des appels. C'est-à-dire quand j'ai un appel qui est compétitivité ou d'irrecevabilité, en application des articles 905 et suivants et 908, dans des cas bien précis, eh bien, je ne peux pas réitérer un deuxième appel. La Cour de cassation a verrouillé le système, c'est-à-dire je me rends compte que j'ai un appel qui est susceptible d'être frappé de caducité, eh bien, j'en réitère un deuxième avant même que le magistrat ait prononcé la caducité. La Cour de cassation a verrouillé le système au terme d'un arrêt du 30 septembre 2021, pourvoi 19-23-403. Eh bien, dans ce cas-là, votre deuxième appel est irrecevable parce que vous n'avez pas de qualité pour agir. Vous avez déjà saisi la Cour d'un premier appel. Pourquoi la saisissez-vous d'un deuxième appel? Sauf, si vous m'avez bien suivi, s'il s'agit de rectifier la première déclaration d'appel, etc., etc. Je crois que le temps étant presque terminé, je vais juste peut-être terminer sur les cas d'interruption de délai, suspension. Et pour le conseil de la mise en état, eh bien, on vous invitera l'année prochaine pour un nouvel atelier. Les cas d'interruption de délai. Article 910-2, si on accepte une médiation et que, bien sûr, le juge ordonne la médiation. Si les deux parties sont d'accord pour une médiation, mais tant que le juge n'a pas ordonné la médiation, attention, pas d'interruption de délai. Et il faut avoir la décision et parfois ça demande beaucoup de temps. Faites très attention aussi sur les délais impartis au médiateur par le magistrat. 3 mois, renouvelable 3 mois. Oui, très attention aussi, l'injonction de rencontrer un médiateur n'interrompt pas. C'est ça. Ça, je ne suis pas sûr. Je crois qu'il y a une modification
du texte. C'est surtout l'ordonnance qui prévoit l'injonction et qui, si les personnes sont d'accord, désigne le médiateur. D'accord. Et dans la même décision. Donc, mais il y a une. Voilà. Laurence, juste vraiment pour faire référence à votre procédure participative, 1546-2 et bien sûr 369 qui font référence l'un et l'autre à l'effet interruptif des délais quand il y a une procédure participative de mise en état. Et là, si je puis me permettre, c'est pas un dada, mais si on se rend compte à quel point les délais Magendie sont anxiogènes et que un stress totalement inutile, et que je vois que souvent on conclut et ensuite on va attendre plus de 2 ans avant de plaider. Ce qui veut dire qu'on est obligé de ressortir le dossier, de vérifier ce qu'il en est, de vérifier s'il ne faut pas actualiser certaines données, s'il faut pas, on va faire une recherche de jurisprudence. C'est-à-dire que là, la procédure participative vous permet d'échapper à ces délais, Magendie. Je ne comprends pas pourquoi les avocats n'y vont pas au moins en cause d'appel. Parce que là, ça enlèverait beaucoup sans doute aussi beaucoup de sinistres. Oui, mais aussi, il faut bien le reconnaître, parce que assez souvent, l'avocat de l'intimé attend avec délectation que l'appelant saute sur une ligne procédurale. Et donc, il met un terme à son. Autre cas d'interruption, l'aide juridictionnelle, l'article 38, hein, mais avec toujours un mode opératoire délicat à manier, que l'on soit côté appelant. Là, c'est le délai qui est suspendu, le délai d'appel. En revanche, une fois que vous avez fait appel, j'aime bien utiliser cette image, vous avez découpillé la voilà. Attention, ne relâchez pas l'attention ou la main. Pour l'intimé, là, c'est une fois que la décision du bureau d'aide juridictionnelle a été rendue et qui va vous désigner qui vous permettra d'accomplir les diligences. Autre cas d'interruption des délais, il y a des cas traditionnels d'interruption d'instance. 369, de plein droit. N'oublions pas, bon, majorité d'une partie, je ne pense pas que ça se pose en matière sociale. La cessation de fonction de l'avocat, oui, ça peut se présenter. RJ et liquidation judiciaire, oui, ça se présente. Attention, interruption des délais, mais uniquement au profit du bénéficiaire, donc de la société, en RJ ou en MJ. Et on retrouve la convention participative de 2020. 370, là c'est un peu moins drôle, le décès d'une partie, ou la perte ou le recouvrement par une partie de la capacité d'ester en justice. Ça, c'est l'interruption d'instance, donc vous connaissez la différence entre interruption et suspension. L'interruption, vous remettez le compteur à zéro et le délai recommence à courir une fois que l'acte attendu est réalisé. Suspension, article 524, c'est la radiation, la demande de radiation de l'appel pour défaut d'exécution de la part de l'intime. Et puis vous avez bien sûr les augmentations de délai. Article 911, pardon, eh bien, l'appelant dispose d'un délai d'1 mois pour notifier ses conclusions à l'intimé qui est défaillant, mais pas pour remettre ses conclusions au greffe. Hein. Ces conclusions au greffe doivent être remises dans le délai initial. Et 911-2, les fameux délais de distance. Voilà. Et n'oublions pas, même si moi je ne l'ai jamais vu mis en œuvre, bien que la Cour de cassation s'évertue à donner une certaine extension au cas de force majeure, article 910-3, si vraiment on est en très grande difficulté parce qu'on n'a pas accompli une diligence dans les délais et formalités prévues, eh bien, le conseiller de la mise en état peut écarter la sanction si vous arrivez à justifier d'un cas de force majeure. Au sujet des délais, est-ce que l'ordonnance de clôture suspend la caducité ou peut-il faire des actes tous les 2 ans? Alors, ce n'est pas l'ordonnance de clôture, c'est l'avis de fixation. C'est la raison pour laquelle moi j'incite beaucoup nos magistrats, y compris quand ils fixent à 2 ou 3 ans, et bien de fixer le plus rapidement possible, comme ça ils sécurisent quand même le procès.
Après, Non, oui. C'est l'avis de fixation. Oui, c'est la prévention. Et par ailleurs, une fois qu'une affaire est clôturée, vous n'avez plus de diligence à faire. Donc, de toute façon, là, c'est gelé. Mais ne laissez pas périmer avant la clôture. Mais en théorie, il faut que ça clôture à la date la plus proche possible de l'audience. Finito, parce que le conseiller de la mise en état, c'est. Ça, c'est faux. Écoutez, il y a un certain nombre de TGV qui doivent être pris parce que c'est un peu compliqué. C'est des derniers jours. Je remercie nos intervenants parce que je vous remercie aussi de l'autre côté. Alors, la radiation pour une exécution du jugement exécuteur de droit va avoir pour effet de pénaliser le salarié. C'est tout à fait. Oui, c'est oui. Voilà, Nathalie, la réponse est oui. Alors, je voudrais vous remercier aussi pour votre patience de l'autre côté. Parce que dans cette même pièce, 2 heures avant, tout avait très très bien fonctionné. Et à partir du moment où on est arrivé, il y a quelque chose qui s'est délité. Mais on y est arrivé, on a pu faire passer les éléments. On vous donne rendez-vous dans un an. Enfin, les CND vous donnent rendez-vous dans un an. Et je vous souhaite à tous un très bon week-end. Et merci à vous tous encore. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Et on va vous envoyer quand même le plus possible toutes les références des arrêts. Alexis Bugana. Mais pas ce week-end, je ne veux pas gâcher votre Voilà. week-end. Au revoir tout le monde. Au revoir.